Selon l'Organisation mondiale de la santé, 30 minutes de marche par jour permettraient de sauver 10 000 vies par an et 11 millions de malades à horizon 2050. Pour autant, 28% de la population ne suit pas la consigne d'avoir une activité physique régulière. Au fil du temps, les nouvelles technologies ont entraîné une réduction de notre activité physique. Alors une question se pose, sommes-nous en train d'annihiler notre corps et les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire étaient-ils en meilleure santé que nous ? Les matinales sport-santé du Musée national du sport valorisent les bienfaits et l'incidence de l'activité physique sur les maladies chroniques. Elles interviennent grâce à 3 acteurs, le Musée national du sport, le pôle santé du département des Alpes-Maritimes et le soutien de la METRA 06, l'association pour la médecine du travail. Principal service de prévention, d'accompagnement et de bien-être au travail des salariés des Alpes-Maritimes. Le concept de ces rendez-vous bimestriels est très simple, faire dialoguer 3 experts scientifiques et 3 experts du milieu sportif pour donner des outils d'amélioration aux professionnels de la santé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. On est ravis de vous accueillir nombreux aujourd'hui au Musée national du sport pour cette 11e matinale sport-santé dédiée aujourd'hui à la grande cause nationale de cette année, la santé mentale. On va parler bien entendu des bienfaits de l'activité physique, du sport sur la santé mentale avec nos différents intervenants que nous allons vous présenter dans un instant. Mais pour ouvrir cette séquence, je passe la parole à Véronique Jeannot qui est responsable du mécénat au sein du Musée national du sport et qui évoque effectivement un petit peu le choix de cette thématique aujourd'hui, Véronique. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de voir l'auditorium aussi plein. J'aime à penser que c'est le succès des matinales ou peut-être le sujet. Un sujet ô combien d'actualité puisque nous sommes dans la semaine de la qualité de vie au travail. Donc évidemment, la santé mentale est un ingrédient majeur de santé mentale. Il y a encore quelques années, c'était presque un gros mot, ça faisait peur. On pensait que c'était réservé aux fous, on le confondait avec la psychiatrie. Et on pensait que donc c'était quelque chose de tabou dont il ne fallait pas parler. Depuis la pandémie, on s'est rendu compte que cette santé mentale, c'était tout simplement un enjeu sociétal. Ça concerne tout le monde, ça concerne toute la population. Et donc, l'envie nous est venue, évidemment, de traiter ce sujet lors des matinales sport-santé du Musée national du sport. Alors, ces matinales, on en est à la 11e. Donc, c'est un rendez-vous qui est devenu incontournable, un rendez-vous qui est attendu et qui rencontre un vif succès. Pourquoi? Tout simplement, pareil, ça rebondit sur l'actualité. Depuis maintenant plusieurs décennies, on sait que l'activité physique est plus efficace que n'importe lequel traitement médicamenteux classique dans la qualité de vie du patient au quotidien. Et l'idée nous est venue, il y a presque 3 ans maintenant, de pouvoir donc faire un focus, montrer les bienfaits et l'incidence de la pratique de l'activité physique sur la santé, sur le bien-être et les bienfaits de cette activité physique s'impactent sur énormément de maladies chroniques, dont la santé mentale aujourd'hui. Donc voilà, 11e matinale, ravi de vous avoir aussi nombreux. Je passerai la parole après à notre mécène qui nous accompagne aujourd'hui, la METRA 06, qui nous dira 2 petits mots, qui permet d'avoir une captation audio du contenu de cette matinale et de pouvoir retrouver donc sur YouTube de façon pérenne tout ce qui va se dire aujourd'hui, éventuellement pour en parler autour de vous pour ceux qui n'auraient pas pu assister aujourd'hui et qui l'auraient souhaité. Je remercie Philippe Muller qui vous a accueilli, donc rédacteur en chef de Cannes Radio, qui nous suit au long cours depuis la première matinale et qui est donc notre partenaire historique. Et j'accueille mon 2e partenaire historique, mon homologue, Stéphane Canas, qui travaille donc au service, au pôle santé du département donc du 06 et qui, depuis le début, est à nos côtés, m'a accompagné dans cette idée un peu folle des matinales et qui va vous dire 2 petits mots. Merci Véronique, Stéphane. Ça va être compliqué parce que quasiment tout a été dit. Donc, effectivement, idée un petit peu folle parce que quand Véronique est venue nous voir et m'a contacté il y a 3 ans et demi, c'était un peu une gageure de partir sur un projet comme ça. On s'est beaucoup investi, on a beaucoup travaillé, nous y sommes arrivés. Et puis, écoutez, la meilleure récompense, c'est de vous voir aujourd'hui aussi nombreux. Évidemment, la thématique y est un petit peu pour quelque chose, mais je crois aussi que notre persévérance, la qualité aussi des intervenants et la richesse du contenu a fait que les matinales maintenant font partie du paysage. Et ça, c'est très, très positif. Donc moi, pour la partie direction de la santé donc, du département des Alpes-Maritimes,
je voudrais vous dire que nous sommes très, très heureux de cette collaboration, de ce partenariat. C'est du gagnant-gagnant. Donc, encore merci à toi d'être venu nous chercher il y a 3 ans et demi. J'espère qu'on va continuer très longtemps. En fait, on a mis ce projet en place parce qu'on voulait vraiment valoriser le sport santé. À chaque fois, nos intervenants, donc, nous en avons 3 pour la partie santé, 3 pour la partie sport. Nous essayons de respecter la parité. On est quasiment bon à chaque fois. Donc voilà, le petit plus. Il y aura une pause active avec notre collègue donc, du centre hospitalier de Menton, donc, de la Riviera, qui vous fera une petite surprise tout à l'heure. Et puis, donc, juste pour terminer, vous dire qu'on travaille déjà sur le programme 2026. Voilà, on est très heureux. Et puis, ben, pour ma part, dans les intervenants, je suis content parce qu'il y avait 2 très belles personnalités que je sollicitais depuis le début des matinales et par rapport à leur planning, leur disponibilité, c'était très compliqué. Madame Émilie Fer, ancienne athlète de haut niveau qui interviendra en dernier parce qu'on est championne olympique de la région d'une part et aussi donc, sur les matinales. Donc, merci à toi, Émilie. Un palmarès extraordinaire et surtout une carrière très longue, donc, puisqu'elle a arrêté il n'y a pas très longtemps. Voilà, elle est encore impliquée, bien évidemment, dans le milieu. Et puis, surtout, tu m'as dit tout à l'heure que tu es administratrice du Musée national du sport. Voilà, donc tu vois, je ne le savais pas. Notre ami donc, Samir, qui sera là aussi. Donc, Samir Aït Saïd va arriver un petit peu en retard, mais lui donc, est toujours en activité. Pour ceux qui ont un peu de mémoire sur les JO donc, de Rio en 2016, où il est devant les télés du monde en train de faire sa prestation et il se fait une fracture ouverte. On l'a vu avec la jambe tordue sur l'été. Voilà, ça a été très, très compliqué. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment son témoignage parce qu'il a fallu beaucoup de résilience et une santé mentale vraiment à toute épreuve pour repartir d'où il est reparti, revenir au plus haut niveau. Et il est finaliste au JO de Paris en sachant qu'il aurait même dû être sur le podium. Mais voilà, pour nous, ces 2 grandes personnalités, en plus des éminents professeurs, chercheurs et responsables donc, du milieu du sport et de la santé. Voilà, donc merci infiniment à toutes et à tous et très bonne matinale. Merci, merci à toi Stéphane, merci beaucoup. On a la chance, donc vous l'avez vu, d'avoir de 2 grands athlètes de haut niveau. Je vous présente brièvement nos intervenants avant qu'ils effectivement effectuent leurs différentes conférences. Madame Sabrina Piccolo, qui est thérapeute spécialisée en prévention de la santé mentale en entreprise et fondatrice d'Harmonie Academy. À ses côtés, le professeur Michel Benoît, qui est chef de pôle au service de psychiatrie d'adultes et de psychiatrie médicale du CHU de Nice. Madame Mylène Ezavin, qui est directeur du groupe hospitalier de la Riviera française, centre hospitalier bien entendu de Menton, hôpitaux de Breil-sur-Roya et Sospel, l'EHPAD de la Brigue et de Saorge. À vos côtés, le professeur Philippe Robert, également directeur de Coptec, directeur scientifique Rapolis, fondation également Jean-Louis Noisier et psychiatre, bien entendu. Et puis tout à l'heure, bien entendu, les 2 sportifs aussi que nous aurons. On va passer la parole, Véronique, Juste 2 petits mots pour inviter Pauline Pitito de la Voilà. Metra 06, qui est donc aujourd'hui notre sponsor, qui permet la captation audio pour avoir le podcast de cette belle matinale et qui va nous expliquer pourquoi la Metra 06 soutient le Musée national du sport et les matinales. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Pauline Pitito, je travaille à la Metra 06 en tant que conseillère en prévention des risques professionnels. La Metra 06 est un service de prévention et de santé au travail des Alpes-Maritimes. Nos équipes interviennent auprès de 26 000 entreprises adhérentes, de la TPE au grand groupe, ce qui représente à peu près 216 000 salariés suivis. Nos 3 missions réglementaires sont la prévention des risques professionnels, bien sûr, le suivi médical et aussi la prévention de la désinsertion professionnelle. Nous sommes donc partenaires des matinales sport santé du Musée national du sport parce que nous sommes convaincus que la pratique d'activité physique et sportive a une incidence sur la santé et le bien-être des salariés et des chefs d'entreprise, que ce soit une pratique en niveau professionnel ou dans le cadre personnel. Je suis ici aujourd'hui pour rappeler qu'en France, 1/4 des salariés estiment avoir une mauvaise santé mentale et que les femmes sont plus particulièrement concernées par ceci. On sait que de nombreuses études scientifiques montrent notamment que la pratique régulière
d'activité physique et sportive améliore la qualité du sommeil, réduit le stress et l'anxiété et prévient l'apparition de troubles psychologiques. Ce sont des thématiques très fortes de santé au travail qui sont importantes pour nous, sur lesquelles nous intervenons quotidiennement dans le cadre de nos missions en proposant une offre dédiée à la prévention des risques psychosociaux. Merci pour votre attention. Je reste à votre disposition en fin de matinale et je vous souhaite une bonne matinale. Merci Pauline Petitot, merci beaucoup. Allez, justement, première intervenante de cette matinale Sport Santé, 11e édition, Sabrina Piccolo, on le rappelle, thérapeute spécialisée en prévention de la santé mentale en entreprise et fondatrice d'Harmonie Academy. Vous allez nous présenter effectivement le contexte ainsi que les chiffres clés relatifs aujourd'hui à la santé mentale et vous allez mettre en lumière les bienfaits de l'activité physique sur la productivité au travail et vous proposer justement une routine quotidienne de 20 minutes. Voilà, on est très attentif à ce que vous allez nous proposer. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honorée d'être ici aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me touche profondément, la santé mentale et les bienfaits de l'activité physique. Aujourd'hui, on parle très facilement d'une jambe cassée, d'une grippe, d'un diabète. Mais il est encore très, très compliqué de parler d'une anxiété, d'une dépression ou d'un problème au niveau mental. Mais il faut savoir que la santé mentale est aussi vitale que la santé physique. Les chiffres que je vais vous montrer, ce n'est pas là du tout pour vous faire peur. Mais il faut prendre conscience que la santé mentale, elle n'est pas reliée à la psychiatrie, mais elle nous concerne vraiment tous. Alors aujourd'hui, un Français sur deux ne connaît pas le sujet de la santé mentale. Et pourtant, chaque année, une personne sur 5 connaîtra un trouble psychique, soit 13 millions de Français. Un trouble psychique, ça inclut la dépression et l'anxiété et d'autres troubles. C'est tout ce qui touche nos émotions, nos pensées, notre comportement et notre corps. Et c'est une souffrance intérieure qui ne se voit pas forcément, mais qui mérite d'être écoutée et accompagnée. Une personne sur 10 aurait connu un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois. Et une personne sur 4 s'est sentie déprimée pendant plusieurs semaines. Alors j'ai envie de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à parler facilement d'une angoisse, d'une anxiété à vos proches? Levez la personne sur 4 aujourd'hui éprouve un sentiment de honte à partager ses problèmes psychologiques. Vous vous rendez compte quand même, 70% des Français affirment que la santé mentale reste un sujet tabou. Dans notre société, on valorise la performance et le fait d'être fort, productif et irréprochable. Et en fait, c'est là le problème. On a normalisé la fatigue, la surcharge mentale, l'anxiété, et comme si c'était le prix à payer pour réussir. Et en fait, j'en connais quelque chose. Donc, je vais vous partager ma vie personnelle. Il y a quelques années, j'étais directrice financière. Donc, très beau poste, magnifique. J'avais tout pour moi. Et j'étais, voilà, je manageais une équipe. On était à peu près 200 salariés. J'étais toujours présente, toujours forte, toujours à dire « Ok, c'est bon, je suis là ». Toujours à dire « Tout va bien ». Et en fait, mon corps, il me criait des signaux d'alerte. « Ça va pas ». Et donc, j'ai commencé à avoir des migraines, grosse crise de migraine. J'ai dû partir aux urgences parce que les molécules Doliprane et compagnie ne me faisaient même plus effet. Et je repartais travailler. Donc, j'écoutais toujours pas mon corps. J'ai commencé à avoir une perte d'appétit. J'ai commencé à avoir des insomnies, des cauchemars, maux d'estomac. Et jusqu'à aller avoir des crises d'angoisse. Crise d'angoisse le soir, crise d'angoisse le matin pour aller travailler. Et je me suis dit, bah non, parce que c'est pas possible. On ne peut pas, je peux pas me permettre d'être pas bien. J'ai tout pour être bien. Mais mon corps m'alertait déjà. Et jusqu'à un moment, le matin, je me suis dit, bon, bah, j'arrivais plus à me lever, complètement désemparée. Et je me suis dit, bon, bah là, il faut vraiment que je demande de l'aide et qu'on puisse m'accompagner. Et c'est là qu'on m'a dit, mais madame, vous êtes en dépression sévère depuis un moment. Donc, complètement le burn-out. Et j'étais dans le déni. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pour les faibles. Et moi, je suis trop forte. Eh ben non. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Et donc, j'ai décidé de mettre mon corps en mouvement. Et tous les matins,
j'ai commencé à danser dans mon salon. Et ça m'a fait énormément du bien. Pourquoi? Parce que le mouvement est une thérapie. Quand on bouge, on va stimuler la production d'endorphines. On va libérer la dopamine et réduire le taux de cortisol. Aujourd'hui, je suis thérapeute. J'ai changé de métier, j'ai repris mes études parce que pour moi, ça me tenait à cœur de faire une prévention en santé mentale. Et j'ai créé un organisme de formation vraiment dans la prévention en santé mentale parce que j'y crois. Plus on va apporter de l'aide au préalable, mieux pour prévenir et pour éviter forcément un burn-out. Donc, j'aimerais vous partager un petit conseil aujourd'hui ou de planifier 20 minutes pour vous. Bloquer un rendez-vous dans votre agenda comme si on allait chez le médecin, un rendez-vous avec vous-même. Et vous verrez qu'au bout de 20 jours, vous allez avoir des résultats. Vous allez avoir une meilleure clarté mentale, un regain d'énergie et de motivation et une augmentation de 30% de productivité au travail. Et forcément, moins de stress. Et pour terminer, je vais conclure pour dire que relier le corps et l'esprit est la chose la plus importante et on a tous la capacité pour le faire. Prendre soin de sa santé mentale, ce n'est pas un luxe ni une faiblesse, mais un acte de courage et d'amour pour vous. Aujourd'hui, c'est avec tout mon cœur que je vous invite à bouger, à respirer, à lâcher prise pour vous faire du bien au quotidien. Merci pour votre écoute. Merci, merci beaucoup. Sabrina Piccolo, on passera bien entendu au jeu des questions-réponses à l'issue de toutes les interventions de nos invités aujourd'hui. On va passer la parole au professeur Michel Benoît, on le rappelle, qui est chef de pôle au service de psychiatrie d'adultes et de psychologie médicale du CHU de Nice. Vous pouvez bien sûr l'applaudir. Professeur, donc on va avec vous mettre plus particulièrement en avant les bienfaits justement de l'activité physique sur l'humeur. Vous allez souligner pour nous l'importance pour les soignants aussi de la pratiquer eux-mêmes pour leur propre équilibre et pour mieux la prescrire à leurs patients. Professeur, c'est à vous. Merci. Je vous remercie. Je remercie les organisateurs, je remercie le Musée national du sport de nous accueillir. Pour un psychiatre, parler de sport, déjà c'est un paradoxe, parce que bon, c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que les psychiatres, c'est des gens qui restent assis toute la journée, qui écoutent, qui ne parlent pas beaucoup et qui vont s'intéresser uniquement aux pensées, aux émotions que leurs patients leur donnent. Et c'est vrai qu'on constate que finalement, il y a eu une évolution assez lente, mais enfin, on peut dire que depuis 20-30 ans, on n'est plus dans ce fossé entre l'esprit et ses avatars et le corps, ce qu'il peut représenter. On n'est plus dans ce clivage du tout. Et je voudrais vous illustrer que l'activité physique, ça peut être à la fois un traitement et une prévention, une méthode de prévention de la dépression. Pourquoi on parle? Je vais cibler là-dessus. On ne soigne pas que ça, bien évidemment. Mais bon, la dépression, c'est peut-être le problème de santé publique majeur d'aujourd'hui. Plus que les maladies cardiovasculaires. Il faut savoir qu'une personne sur 5, un Français sur 5, souffre ou a souffert récemment d'un épisode dépressif. Et d'un épisode dépressif caractérisé pas seulement le cafard du lundi matin, d'accord, ou l'angoisse du dimanche soir, c'est pas ça. On est d'accord. D'ici à 2030, ça sera la première cause d'invalidité. Et il y a des personnes ici qui s'occupent de la médecine du travail, la METRA est présente, et ils savent bien que dans les arrêts de travail, la dépression est probablement la cause la plus importante de toutes. Je parle de dépression en regroupant bien entendu tout ce qui est épuisement, burn-out, beaucoup de choses qui sont reliées. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit aussi en psychiatrie qu'un tiers des patients qui sont pourtant soignés par des spécialistes, qui ont de nombreux traitements, sont résistants. C'est-à-dire ne guérissent pas de leur dépression. Et ça, c'est un problème. Et donc, bien entendu, on sait qu'un diagnostic et une prise en charge précoce va être les facteurs clés de la dépression. La dépression, qu'est-ce qu'on peut en dire? La dépression, c'est un gros truc. C'est une maladie très polymorphe.
Oui, on a toujours tendance à penser que la dépression, ben, c'est être triste, quoi, hein. C'est quelqu'un qui est triste, qui a pas envie, qui a perdu l'élan vital. Bien évidemment, en fait, il y a beaucoup de symptômes émotionnels. Vous allez voir que dans beaucoup de symptômes de la dépression, il y a beaucoup de choses qui touchent à l'activité physique et qui touchent au corps. Beaucoup. Le corps parle autant que l'esprit. Vous voyez, la boulie, c'est-à-dire l'envie de rien faire. La boulie, c'est je fais rien. L'anédonie, j'ai pas de plaisir à agir. Bon, à côté des symptômes, des autres symptômes émotionnels, la perte d'intérêt pour ses proches, mais perte d'intérêt simplement pour bouger, pour découvrir, pour sortir. Et puis, beaucoup de choses qui touchent au corps, et notamment les modifications psychocorporelles, la fatigue, les douleurs corporelles, beaucoup de choses, vous voyez, qui montrent que le corps, à travers la dépression, est peut-être celui qui parle le plus. Et c'est vrai que ces troubles psychomoteurs en psychiatrie, on les connaît quand même depuis longtemps. Ils ont été décrits depuis longtemps. Le ralentissement dépressif, à l'inverse, l'agitation du maniaque, le maniérisme dans la schizophrénie. Le corps a souvent été décrit par les psychiatres comme l'expression des troubles, avec une interaction constante corps-esprit. Le pire, c'est par exemple la catatonie. Il y a un syndrome qui s'appelle la catatonie en psychiatrie où le sujet est complètement figé, d'accord, de manière active, avec une volonté morbide de ne plus bouger. Et donc, c'est véritablement une composante plus qu'une conséquence, avec un lien bidirectionnel entre l'affectivité, ce que l'on pense, ce que l'on ressent, et l'activité. Le ralentissement dépressif, mon collègue, le professeur Robert, connaît bien ça, il y avait travaillé beaucoup dessus. Le ralentissement dépressif, ça a été longtemps considéré comme peut-être le symptôme cardinal de la dépression. Un dépressif, il est ralenti. Bon, il est rarement agité, il est rarement tendu, il est ralenti, ça affecte toutes les composantes de son action volontaire, et c'est vraiment un repère d'état et d'évolution. Et donc, on peut penser que lutter contre le ralentissement dépressif, ça va être une option thérapeutique. Le corps du dépressif, si on devait le décrire, lorsqu'on demande à un dépressif de décrire son corps, il dit mon corps, il est pauvre, il est vide, il me fait mal. Je le néglige d'ailleurs. Je ne m'occupe pas de lui, je ne l'entretiens pas. Il m'encombre, je le désinvestis. Il est presque de trop. J'ai une conscience de mon corps qui est altérée. Ce corps ne réagit plus, avec une tension musculaire qui est diminuée ou anormalement modulée, et puis une perte des fonctions évidemment sociales et libidinales qui sont rattachées au corps. Donc le dépressif, il pense que ce corps est trop lourd. Le problème, c'est que souvent, jusqu'à il y a 20 ans, 20-30 ans, on disait, les psychiatres, les médecins, les spécialistes disaient aux déprimés, oh, il faut le laisser se reposer. Il faut qu'il se repose. Et ça, c'est un ouvrage que j'ai chez moi qui date du début du XXe siècle, d'accord, où on disait l'hygiène morale est de la plus haute importance. Il ne faut pas dire au patient de se secouer. Il peut pas bouger, donc il ne faut pas lui dire de bouger. Il ne peut pas. Oui, c'est vrai que spontanément, il a du mal. Il va falloir l'inciter. Donc, il ne faut pas le plaindre, il faut le repos, le plus calme, et le laisser le plus au calme. Or, on sait, avec les études cognitives, on sait que quand même, il y a des cycles qu'il va falloir changer. Hein, les sportifs connaissent bien ça. Hein, il y a des cycles fonctionnels qu'il va falloir modifier. À gauche, c'est ce qui se passe au niveau de la dépression et du corps lorsque ça ne va pas. C'est-à-dire, les symptômes dépressifs, il y a de la fatigue, ça induit de la fatigue, de l'épuisement, pas de motivation, pas d'intérêt, pas de plaisir, donc forcément on est encore plus triste, on rumine, on est pessimiste, je ne m'en sortirai pas, j'ai du mal à agir de toute façon, donc je me replie, je m'isole, je ne sors pas, j'ai moins d'activité, ça me rend coupable, je culpabilise et je m'auto-dévalorise par rapport à ça, je suis déçu, je suis désespéré, je ne m'en sortirai pas, et ça aggrave la dépression. Et c'est ce cycle qu'il va falloir casser, d'accord? Alors, ce n'est pas du jour au lendemain, ça va être progressif, mais il faut arriver à un deuxième cycle qui est vertueux. On sait que l'augmentation de l'activité, donc physique, diminue le sentiment de culpabilité, ça augmente une satisfaction, ça augmente l'espoir. Tiens, je peux y arriver.
Hein, je suis arrivé à monter un étage de plus, j'étais moins essoufflé. Donc, mon humeur s'en retrouve améliorée, mon énergie est augmentée, ma motivation est augmentée. Et donc, je vais inverser les choses et je vais renforcer un petit peu un cycle vertueux qui est basé sur la motivation. Ça a des applications thérapeutiques. Ça a des applications thérapeutiques qui ont été étudiées par des études contrôlées très sérieuses. Il y a eu encore en 2024 une méta-analyse de plus de 200 études sur l'activité physique et l'humeur qui ont démontré que bon, ben, l'exercice physique, ça marche. Mais l'exercice physique, tout simple, hein, on n'est pas encore dans du sport très élaboré. C'est bouger, c'est la marche. C'est la danse, vous avez raison. La danse c'est l'activité qui a démontré l'impact le plus important dans les études contrôlées récentes. Le yoga, le tai chi chuan, le pilate, d'autres types d'activités qui peuvent s'associer bien sûr aussi à de la relaxation, du mindfulness, du training autogène. Et on sait qu'on a une efficacité vraiment qui est mesurée sur les dimensions thymiques et affectives. La haute autorité de santé, qui est notre haute autorité des recommandations professionnelles en santé, dit, ben voilà, alors, vous voyez, c'est un exemple. Voilà ce qu'on peut proposer, ce qui a été démontré efficace sur les états dépressifs. Ben, ça peut être des activités simples de la vie quotidienne, marcher, monter les escaliers, aller jardiner un peu, faire du ménage. Ça peut être des activités d'endurance. On privilégie quand même plus l'endurance, le cardio training que les activités plus speed, d'accord? Pardonnez-moi, comme peut-être peuvent être le squash, le tennis, d'accord, qui demandent des accélérations peut-être plus importantes, mais c'est pas forcément des quantités très importantes. Il est démontré que au moins 30 minutes par jour, 3 fois par semaine, ben, c'est déjà très bien. C'est déjà efficace si c'est bien toléré. Le renforcement musculaire aussi, bien sûr, a été bien démontré 2 à 3 jours par semaine non consécutifs. Les assouplissements et d'autres types d'activités physiques. Là, ce sont vraiment des démonstrations par la preuve, d'accord, de leur efficacité. Donc, il y a des effets positifs démontrés de l'activité physique sur le sommeil, sur le stress, sur l'anxiété, sur l'estime de soi. Ça lutte contre la solitude et l'isolement. Bah, si on peut faire du sport à deux, c'est mieux. Si on peut faire du sport avec une autre personne, et encore mieux, bien sûr, des sports collectifs, c'est toujours mieux parce qu'il y a un effet social et ça va avoir un effet très protecteur. Et les soignants, il faut qu'on s'occupe d'eux aussi. Parce que les patients seront mieux soignés s'ils ont des soignants qui sont en bonne santé et qui sont confiants. Et on a démontré, et ça, malheureusement, que les soignants souffrent. Il y a une directrice d'hôpital ici qui connaît bien ça. C'est pas facile. Les soignants en milieu hospitalier, en EHPAD ou dans des structures médicales ou médico-sociales peuvent être en souffrance. Il ne suffit pas de les applaudir à 8 heures du soir à certaines périodes de la vie pour que ça suffise. 60%, deuxièmement, 60% des professionnels de santé ne font pas suffisamment d'exercice. 60%. Mais vraiment pas assez. Alors, ils vont dire, on n'a pas le temps. Notre organisation, notre planning, d'accord, ne nous le permet pas. On a peur d'être stigmatisé. On a le sentiment peut-être de ne pas en avoir besoin. Le sentiment de l'invulnérabilité, quoi. Je peux y arriver, donc bon, il ne faut pas que je flanche. Et on sait que malheureusement, dans le monde du travail, c'est les plus motivés qui vont flancher le plus. Le manque d'équipement accessible, c'est sûr que c'est mieux si on a des structures à proximité et le coût qui a quand même bien réduit sur les activités physiques. Et donc, il y a des initiatives un peu partout en France, dont à Nice, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que sur le lieu de travail, il y ait des possibilités d'insuffler un petit peu de sport, de ménager des temps de sport santé pendant le temps de travail. Ça va être utile, ça va permettre, ça peut être pas grand-chose, ça peut être une demi-heure. Il y a certains hôpitaux qui ont fait même un quart d'heure. Donc ça peut être relativement court et ça peut une pause
méridienne, d'accord, peut être utilisée, bien entendu, en accord avec les services et l'organisation du travail dans le respect de la réglementation, mais ça peut être mis à profit pour une petite activité qui déconnecte, qui renforce la motivation pour le proposer aux patients. Si on découvre soi-même que ça fait du bien, on va être beaucoup plus convaincant pour le proposer aux patients. Ça réduit les clivages aussi entre les soignants et les patients, ça renforce les liens sociaux et puis ça prévient, on le sait, ça a été bien démontré, les troubles musculo-squelettiques et les effets négatifs du stress professionnel. Et ça fait partie aujourd'hui de la responsabilité socio-environnementale des établissements et des collectivités territoriales. Donc les établissements, dans leur projet, par exemple hospitalier, il y a un volet qui est très important, c'est la responsabilité socio-environnementale, qui veut dire qu'est-ce qu'on peut proposer pour nos professionnels, soit sur des projets très spécifiques, comme l'unité d'EPS que Christian Pratier a promu, soit comme une salle de sport, il y a une personne qu'on reconnaît ici, sur l'activité physique adaptée. Ça peut bénéficier d'aides de fondation. Là, par exemple, un grand équipementier de matériel de sport français nous a aidés pour avoir du matériel pour les patients, mais aussi pour les soignants. Les collectivités territoriales aussi peuvent faire leur part. Notre collectivité territoriale locale nous a promis un box à vélo pour installer dans l'hôpital, parce que on vient plus facilement travailler à l'hôpital en vélo si on peut garer le vélo dans des conditions de sécurité acceptables. Et c'est par l'effort de tous, finalement, que nos soignants vont mieux travailler, nos patients vont se voir proposer des activités physiques adaptées et simples, et qui ne suffisent pas à elles seules pour tout régler, tout guérir. Lorsqu'on a une dépression, on a souvent parfois besoin de traitement, on a besoin de psychothérapie, bien évidemment. Mais l'activité physique adaptée et le sport est un élément aujourd'hui qui n'est plus subalterne, loin de là. Je vous remercie. Merci infiniment, professeur, pour ces conseils sport qui agit comme un antidépresseur. Nous allons passer la parole dans un instant à Mylène Ezavin, qui est directrice du groupe hospitalier de la Riviera française. Et vous allez, madame, nous présenter le programme justement de prévention en santé mentale que vous mettez en œuvre depuis 8 ans au centre hospitalier de Menton. Et ce programme, vous le mettez en œuvre également depuis 2 ans au niveau du territoire de la communauté d'agglomération de Menton. Merci beaucoup. Merci à vous et bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Mylène Ezavin. Je suis directrice du groupe hospitalier de la Riviera française, donc qui comporte 5 établissements sur ce territoire que vous voyez ici. J'en profite pour dire que je suis particulièrement sensible à ce qui vient d'être dit parce que je suis une ancienne triathlète et une ancienne marathonienne. Et je dis ancien parce que effectivement, aujourd'hui, je fais plus 15 heures de sport par semaine et c'est tant mieux. Donc, c'est un sujet qu'on pourra aborder aussi parce qu'il y a l'autre versant, effectivement, de ce sujet. Donc, on m'a demandé de vous présenter aussi le territoire sur lequel ces 5 établissements agissent, puisque ce sont les seuls établissements publics de ce territoire, et puis il n'y a pas d'établissement privé non plus. Favoriser l'engagement et l'attractivité des professionnels. Et pourquoi je vous parle de ça? Ça fait écho à ce que disait le professeur Benoît tout à l'heure. C'est que c'est un axe à part entière du projet d'établissement, un axe à part entière de toutes nos actions. Et le sport et l'activité physique au sein de nos établissements fait partie de ce travail. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'était de vous parler du projet Sport Santé Territorial. Et j'en profite pour faire un hommage à Sabrina Nassissi, qui est ici. Sabrina, vous pouvez vous lever. Sabrina, qui est donc enseignante en activité physique et adaptée, qui est cadre à l'hôpital de Menton. Et quand je parle de la question de promouvoir l'attractivité et la fidélisation des professionnels, ça passe aussi par ça. Ça passe aussi par écouter les professionnels avec lesquels on travaille et leur donner la possibilité de réaliser leurs projets. Donc ça, c'est le projet piloté par Sabrina. Donc bien évidemment, le contexte, c'est que
Ça fait maintenant 8 ans qu'on a développé l'activité physique adaptée à l'hôpital de Menton, donc c'est vraiment très important, ça fait partie de l'offre de soins. Par contre, sur ce territoire, il n'y a pas suffisamment, en sortie d'hospitalisation, de structures qui permettent de poursuivre l'activité, de prendre en charge correctement les patients et de leur donner envie d'inclure dans leur vie au quotidien cette activité physique pour améliorer leur santé, qu'elle soit physique ou mentale. En fait, vous voyez que dans notre territoire que je vous présentais tout à l'heure, qui est le Grand Cercle Rouge, les seules structures disponibles sont situées à Nice-Est. Donc c'est quand même un obstacle à la mise en place de tous les programmes qu'on essaye de mettre en place de manière coordonnée. Donc, je ne vous fais pas le détail, ça a été très clairement expliqué. La population est effectivement aujourd'hui de plus en plus sédentaire. L'inactivité physique est la première cause de mortalité évitable dans le monde, avec 3,2 millions de décès qui sont répertoriés. C'est un déterminant de santé mentale, physique et mentale, j'y reviens pas. Et il y a tout un corpus législatif et de recommandations qui ont été émis depuis 2011 qui nous prouvent que toutes ces évolutions sont nuisibles, la sédentarité est nuisible à la santé de manière générale, la santé mentale et physique. Donc, ils prônent effectivement une activité physique à tous les âges. Donc, je ne vais pas décrire la prescription médicale d'activité physique, tous ces sujets qui sont sortis par la Haute Autorité de Santé également, dont le professeur Benoît a parlé tout à l'heure. Voilà. On s'appuie aussi sur le plan d'action sport-santé 2019-2024 qui a été mis en avant par l'OMS. Je ne le détaille pas non plus, mais si vous le souhaitez, on pourra vous en parler. 7 mesures dans ce plan d'action sport-santé qui ont guidé notre travail sur le territoire pour mettre en place ce projet, auxquels on doit absolument répondre. Des enjeux territoriaux qui sont importants. Donc, il m'a été demandé aussi de ne pas trop parler de Menton, mais je suis désolée, je parle de Menton, c'est reproductible tout à fait à chacun de vos territoires. Mais il y avait un enjeu humain qui était de satisfaire les habitants de ce territoire, un enjeu financier aussi parce que on génère une activité supplémentaire. Je suis désolée, c'est pas un gros mot. Aujourd'hui, les hôpitaux sont financés à l'activité, donc on doit travailler pour mieux gérer les finances publiques que vous nous confiez par l'intermédiaire de vos cotisations. Donc, c'est un enjeu aussi. Le territoire, de développer un réseau d'activités physiques et adaptées au niveau du bassin, c'est important aussi pour les élus. C'est important pour les médecins libéraux, c'est important pour tout le monde de faire en sorte que ce territoire se sente mieux et aille mieux. Et c'est également important, bien sûr, pour l'image de l'établissement. Donc les objectifs, l'objectif principal, c'est de permettre aux habitants du bassin de réduire leur temps de sédentarité. Pour ça, il a été nécessaire, l'objectif c'était de travailler avec la ville de Menton, je l'ai dit, mais aussi de créer un partenariat durable avec l'université, puisqu'on accueille des stagiaires inscrits en master, laboratoire de motricité humaine et d'expertise sport santé, ou encore Azur Sport Santé, que vous connaissez tous peut-être, puisqu'ils font des courses régulièrement, ils organisent des courses et on est dans la même dynamique. Donc, on a créé une unité d'activité physique qui comporte un médecin de médecine physique et de rééducation. On a créé, qui comporte aussi un enseignant en éducation physique et en activité physique et adaptée, qui comporte de la coordination, un tas de professionnels qui permettent aux patients d'avoir 2 mois au centre hospitalier La Palmosa, avec une évaluation globale, une inclusion des patients qui viennent de notre hôpital de jour du service de soins médicaux et de réadaptation. Et ensuite, on fait sortir ces patients et il y a un accompagnement 10 mois en ville qui est organisé par la ville en lien avec l'hôpital. Et à la fin de ces 10 mois, on fait une évaluation finale. Ce qu'on constate, les résultats sur les capacités fonctionnelles, c'est que de manière générale, il y a une amélioration de la force musculaire pour l'ensemble des groupes musculaires travaillés, mais aussi une amélioration de l'endurance ou encore des capacités en lien avec l'équilibre et la souplesse. Ensuite, sur la santé mentale, bien évidemment,
Je ne vais pas redire ce qui a été dit. Donc, l'activité physique joue un rôle majeur sur la santé mentale avec une réduction du stress, de l'anxiété, de la fatigabilité, une amélioration de l'image de soi physique, de la concentration, de l'attention ou de la mémoire. Et depuis le démarrage, enfin pas depuis le démarrage, mais c'est arrivé un petit peu plus tard, on a intégré la neuropsychologue au sein du programme qui, elle, fait de la médiation par la danse. Donc ça, elle a fait un doctorat là-dessus. Donc elle intègre l'activité danse dans le programme. Et donc, c'est une médiation interdisciplinaire. Donc, je ne vais pas la détailler, mais initiation du mouvement, fluidité du geste, dynamique. Elle intègre aussi la créativité, l'aspect émotionnel grâce au geste, induisant un souvenir et une émotion. Donc, c'est un programme très, très complet. On constate qu'il y a plusieurs thématiques qui ressortent dans les évaluations qu'on fait. Les bénéfices, bien évidemment, de l'activité physique. Hein, je me sens mieux, je vais mieux, c'est plus facile, j'y arrive mieux. L'autonomie versus l'encadrement dans la pratique, c'est-à-dire que ce qui ressort, c'est qu'ils disent on est rassuré finalement d'être pris en charge par vous parce que vous connaissez nos pathologies. Voilà, c'est plus facile d'aller vers vous parce que si je vais voir quelqu'un dans le domaine associatif, il ne sera pas forcément au point sur ce que je dois faire dans ma pratique par rapport à ce que je vis. Également, l'aspect économique, ce qui ressort au bout d'un an et demi, c'est que les gens se disent si jamais vous arrêtez, moi je serai prêt à payer pour pouvoir continuer. Un petit peu, un peu plus, etc. Donc vraiment, on est arrivé à induire la nécessité finalement de poursuivre cette activité au bénéfice de leur santé à la fois physique et mentale, et une volonté effectivement de pérennisation du projet. J'ai plus envie de m'arrêter, j'ai envie de continuer, ça me fait du bien. Bon, l'aspect social aussi, hein, puisque c'est vrai que ce sont des groupes qui ont fini par se connaître et qui ont envie de se revoir régulièrement pour pouvoir continuer à faire les choses ensemble. Donc l'objectif, c'est l'ouverture du programme à toute personne nécessitant une prise en charge en activité physique et adaptée. Je termine en vous parlant de l'axe 3 du projet d'établissement, qui est vraiment un axe à part entière sur la qualité de vie des professionnels au sein de l'établissement et qui a abouti aux 0 postes vacants qu'on a créé un fonds de dotation. Donc, toutes ces actions sont menées pour faire en sorte que le sport santé territorial, bien sûr, que je viens d'écrire, intègre cette thématique, tout ce qui permet de promouvoir finalement les initiatives de terrain en faveur de la santé et du bien-être des professionnels à l'hôpital de Menton, mais pas uniquement, au sein du groupe hospitalier de la Riviera française. Michel Ezavin, de la présentation de ce programme justement de prévention en santé mentale. Et justement, je crois qu'on va un petit peu mettre notre corps en mouvement, Véronique. Hein. Exactement, là ça fait 3/4 d'heure que vous êtes assis, donc si on veut respecter les recommandations de l'OMS, il va falloir bouger. Et je vais donc inviter Sabrina Nassisi à vous diriger, vous guider pour pouvoir faire une petite pause active. Allez, nous allons poursuivre. Merci pour cette pause active avec le professeur Philippe Robert. Professeur Philippe Robert, toutes et tous, vous le connaissez. Bon, ça va, vous êtes en forme. Voilà, nous poursuivons avec le professeur Philippe Robert. Professeur, c'est à vous, merci. Merci. Je trouve que c'est vraiment une très belle initiative, ce que vous faites là. Et alors, je précise que l'organisation, parce que alors là, on se croirait à France Inter, hein, là, c'est une organisation, c'est parfait, quoi. Vraiment, vraiment, merci. Alors, je vais vous parler en tant que ancien directeur, co-directeur de l'équipe CopTech. CopTech, ça veut dire cognition, behavior, comportement, technologie. C'est une équipe de l'Université Côte d'Azur qui a été créée là, il y a une quinzaine d'années et dont appartient, au point de vue de la recherche, Michel Benoît y appartient pour la partie adulte. Et puis, elle est dirigée par quelqu'un qui s'appelle Florence Askenazi. Et la thématique de l'équipe, c'est santé mentale de la naissance à la fin de vie et intelligence artificielle. Intelligence artificielle, pourquoi? Parce que le co-directeur, c'est quelqu'un qui s'appelle François Brémond et qui est directeur de recherche à l'Institut national pour la recherche en informatique et automatique, en français on dit INRIA, qui se trouve à Sophia Antipolis. 3 exemples. Le premier exemple, j'ai commencé par la danse, parce qu'on en a beaucoup parlé de la danse, et on a la chance alors d'avoir comme doctorant dans l'équipe de recherche quelqu'un qui est danseur professionnel et aussi neuropsychologue. Et alors,
Il travaille au pôle national de danse au Light Tower, qui est à Cannes, et sa thématique, c'est essayer de déterminer chez les élèves danseurs les risques psychologiques de blessures. Et alors, il fait aussi les choses sur l'intelligence artificielle. Ils ont évalué ça et la danseuse a dit, eh ben moi, j'ai évalué que j'étais à 5 sur 10. Donc ça correspond un petit peu à ce que vous voulez. Alors ça, c'est le type d'expérience qui a été fait. Alors il en a fait d'autres, on avait fait une autre où on comparait l'émotion ressentie par le public vis-à-vis de quelqu'un qui est en train de danser ou d'un avatar. On peut faire avec les technologies. Voilà. Ça, c'est le type d'expérience qui a été faite. Et puis, dans son travail au Pôle national de danse, il a aussi fait une publication sur l'intérêt de l'humour pour essayer de diminuer le stress et la fragilité physique. Ça, c'est le premier exemple. Alors, le deuxième exemple, c'est les comportements dirigés vers un but. Qu'est-ce que c'est que les comportements dirigés vers un but? C'est marqué. C'est le comportement qui est nécessaire pour réaliser un objectif ou contribuer à la réalisation d'un objectif. Voilà le schéma. Ce matin, il fallait que je vienne ici, au musée du sport. J'y ai déjà été avec mes petits-enfants. Donc, dans mes connaissances, je sais où c'est. Je me prépare. Je planifie les choses. Comme je suis vieux, je vais un peu plus doucement. Donc, je prends un peu plus de temps. Je me suis levé à 6h30. Ensuite, je planifie les choses et puis je vais les contrôler. Et puis, je vais faire les choses. Et puis, en même temps, de l'autre côté, là, il y a les émotions et les motivations. Si je ne suis pas motivé, je ne viendrai pas. Mais là, je suis motivé parce que je sais qu'il y a un petit déjeuner avant. Donc, j'y vais, mais seulement mon vélo, il est un petit peu lent, etc. Et finalement, j'arrive avec 5 minutes de retard. Plus des croissants et pas des chaussons aux pommes, mais j'aime pas les croissants. Voilà. Donc, je le saurai pour la prochaine fois. Ça, c'est les comportements dirigés vers un but. C'est quelque chose qui est très important dans dans notre spécialité, pour les patients qui souffrent de maladies d'Alzheimer et de pathologies associées, parce que quand on a un trouble, par exemple, de la motivation, de l'apathie, ça fout en l'air les comportements dirigés vers un but. Donc, c'est quelque chose d'important. Alors, dans quoi le sport, il intervient comment? On a une autre... Alors, il intervient comment? C'est que, quand on veut tester la motivation chez les gens, on l'a fait d'abord chez les animaux. On a mis une souris et puis on l'a fait ailleurs. Et puis on a le même type de test qui existe d'une manière un peu différente chez l'être humain. Et il se trouve qu'on a eu une doctorante, Lynn Domas. Elle vient du STAPS, quelle honte pour des chercheurs. Et elle a fait un travail superbe sur les relations entre l'activité physique, l'apathie et la fatigue. Parce que chez les sportifs, on parle de fatigue. On ne parle pas forcément de... Donc voilà, ça c'est un deuxième exemple. Et puis alors, pour terminer, moi ce que j'aime bien, c'est les courses de voiture. Alors j'ai eu l'occasion d'aller à Monaco. J'ai rencontré donc Zach Brown, qui est le PCO de McLaren, et puis Adrian Newey. Et je leur ai parlé des comportements dirigés vers un but. Je leur ai dit, mais est-ce que ça a du sens pour vous? Ils ont dit, mais bien sûr que ça a du sens, puisque on peut, une course de Formule 1, on peut tout à fait y adapter les éléments du comportement dirigé vers un but. Et puis, dernière chose, j'ai trouvé ce papier, cet article, sur le modèle des comportements dirigés vers un but pour faire participer les publics en Corée. Et il montre bien que... d'organiser, dans l'organisation stratégique qu'on peut avoir d'activités sportives, il faut penser à ça. Dernier exemple, c'est sur Créapolis. Alors, c'est une activité de l'équipe de recherche parce que Créapolis, ça veut dire Centre de recherche et d'enseignement sur les aidants. Je vous ai dit que François Brémond, il est à l'INRIA, qui est sur Sophia Antipolis. Donc, on a eu la chance, grâce à la Fondation Jean-Louis Noisier, de pouvoir, sur un terrain où se situe déjà un accueil de jour qui est très actif, de pouvoir construire, alors c'est encore en construction, ça ouvrira au tout début octobre, même si on a des réunions qui sont programmées dès la semaine prochaine. C'est un centre qui a 3 objectifs, c'est la recherche pour les aidants, que ce soit des aidants qui viennent pour les sujets âgés, mais aussi des aidants pour les enfants. Je vous ai dit dans l'équipe tout à l'heure, on a aussi les enfants. C'est l'enseignement
Et puis, c'est la discussion et le partage. Alors, c'est un centre qui est en train de s'ouvrir. La recherche, la première étape qu'on fait, c'est de répondre à des appels d'offres. Je remercie, si vous avez des informations, vous voulez sur Créa. Et puis, alors la recherche. Et dans la recherche, il y a aussi cette réflexion sur l'activité physique, comment elle peut s'adapter à des sujets âgés. Alors, il y a ça, c'était il y a 3-4 ans, on avait fait un travail avec une compagnie qui s'appelait Genius. C'était pour développer un exergame. C'est activité physique. Alors, je suis face à un écran et face à cet écran, eh bien, voilà, je vais devoir marcher. Quand je fais ça, je suis dans un bateau, mon sous-marin, il tourne. Et puis, j'arrive à des îles, à une île. Et puis, quand j'arrive à cette île, eh bien, à ce moment-là, je vais avoir des tests de mémoire, des tests cognitifs. Voilà, on avait fait ça. Ça a très bien marché. Il y a eu des publications. On voit qu'il y a une activité physique. Et alors, l'activité physique, il faut qu'il y ait un certain seuil d'activité physique. Et alors, j'ai été fasciné cette semaine, il y a quelques semaines, là, le 6 mai 2025, est paru dans une revue qui est importante, qui s'appelle le Lancet, cet article qui est l'association entre l'activité physique et les comportements sédentaires dans une population d'environ 3000 personnes, je crois, qui est sur Barcelone. Alors, la capacité intrinsèque, ça regroupe l'ensemble des capacités physiques et mentales d'un individu. Ça, c'est important parce qu'il faut se concevoir d'une manière globale. Et donc, dans cet article, ils ont évalué l'activité physique de ce grand groupe avec c'est un peu la nouveauté de leur article avec les actigraphes, là. Et donc, pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert finalement? C'est que, eh bien, effectivement, il y a une relation entre la capacité intrinsèque d'un individu qui a environ 60 ans et le type d'activité physique que vous faites. Si vous faites une activité physique modérée, moyenne, il y a une relation, il y a une amélioration de la capacité intrinsèque. Alors, on n'obtient pas cette amélioration avec une activité physique qui est très limitée, qui est en dessous de ce seuil. Alors ça, c'est la partie scientifique des choses. C'est la partie scientifique des choses, mais à la fois, moi, je ne suis pas un athlète de haut niveau, je suis un athlète de bas niveau. Voilà, je fais du vélo, un peu de natation, je ne fais pas grand-chose. Et des fois, j'atteins pas ce seuil. J'atteins pas ce seuil. Mais pourtant, j'ai le sentiment, quand je fais du sport, sur l'évaluation subjective, d'être mieux. Alors, ce qu'on a essayé, c'est par exemple, comment, pour des aidants, dans le cadre d'une prévention, on peut donner des conseils pour adapter, pour avoir une activité physique adaptée, et aussi pour les aidants, mais aussi pour les personnes qui sont à Créapolis, qui sont des patients qui ont des troubles cognitifs. Voilà, donc il y a cinq étapes, et ça, c'est pour des personnes. Alors, on n'est pas dans la prévention, là. Là, c'est pour apprendre aux aidants comment essayer d'avoir des activités qui soient adaptées à des gens qui ont un trouble cognitif modéré à sévère. Et voilà, et vous voyez aussi qu'on retrouve tout à fait les activités, la motivation dans ce sens. Voilà, donc merci pour votre invitation et puis à bientôt sur Créapolis. Merci, professeur Robert, pour effectivement ces applications et les travaux de vos équipes. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir deux athlètes de très haut niveau parmi nous, Samir Aït Saïd et puis Amélie Fer, qui vont à leur tour témoigner un petit peu sur tout ce qui a été dit il y a un instant et parler de leur expérience personnelle, bien entendu, sur les bienfaits du sport, sur l'activité mentale. Samir, on va vous passer la parole. Vous allez nous partager avec nous votre expérience sur peut-être aussi la manière justement de rebondir face aux contre-performances que l'on peut avoir aussi ou aux blessures pour préserver sa santé mentale. Merci encore, vous pouvez l'applaudir, Samir. C'est un grand champion. Bonjour. Effectivement, en tant que sportif de haut niveau, on est parfois dans le creux de la vague. Moi, ça a été difficile
on va dire, deux compétitions majeures, les Jeux Olympiques de Rio et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans les grandes lignes, à Rio, je me blesse gravement sur une chute au saut de cheval, triple fracture ouverte tibia péroné. J'étais prévu, entre guillemets, pour aller chercher cette médaille olympique parce que j'ai eu la chance de me qualifier lors de cette finale en troisième position. Et là, j'arrive au saut et sur une mauvaise réception, je sens mon tibia partir. Je tombe au sol et je me retrouve nez à nez avec mon tibia. Et là, je me dis, bah, mon rêve olympique s'envole. Je ne pourrais pas aller atteindre cet objectif. Donc là, s'ensuit un moment très difficile, surtout sur le plan psychologique. J'ai dû me faire opérer, ça a été très très long. Et ce qui m'a marqué, c'est d'être seul. C'est-à-dire que c'est comme si qu'il n'existe plus. J'avais plus de fédération à mes côtés, j'avais plus d'entraîneur à mes côtés. Donc en fait, j'ai dû me refaire tout seul. Là, j'ai essayé de chercher un peu de l'aide. En gros, moi, ce que je me disais, c'est que si j'apporte quelque chose à l'équipe ou à la fédération, j'existe. Mais si demain, j'apporte rien, on me laisse un peu de côté jusqu'à temps que je me remette sur pied, sans jeu de mots. Et ça a été un peu compliqué pour moi parce que je ne m'y attendais pas. C'était vraiment une de mes plus grosses blessures. Et du coup, ouais, je suis tombé de haut. Donc là, je me suis accroché. J'ai fait peut-être un an de soins. Donc moi, j'étais sur l'INSEP. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, c'est le centre national olympique où la plupart des sportifs olympiques font des stages ou s'entraînent aussi là-bas. Donc un an de préparation à me remettre d'aplomb pour pouvoir réintégrer cette équipe de France. En parallèle, moi, j'étais sur ma dernière année de kiné, donc j'ai suivi un cursus kiné et j'étais sur l'année de mon mémoire où ça a été compliqué à gérer les deux. Mais bon, j'ai pu réussir, donc ça, c'est cool. Je retourne en compétition un an après sur un championnat du monde. Et là, je ne sais pas si on peut dire que j'ai eu cette chance ou la malchance de terminer au pied du podium, quatrième, alors que, bon, normalement, je prétendais à cette médaille. Mais bon, voilà, ça a été la première partie difficile. Ensuite, arrivent les Jeux Olympiques de Tokyo, où là, clairement, pour moi, même si ça n'a pas été une douleur physique, ça a été une douleur mentale, parce que je me qualifie pour ces Jeux de Paris, je me qualifie en finale, et là, je réalise un mouvement franchement extraordinaire, où je devais avoir cette médaille olympique. Et pour des enjeux politiques, on donne cette médaille à un mec qui était derrière moi aux qualifications, qui a fait septième. Et là, on le met à la troisième place avec un mouvement qui a été pas très bien réalisé. Donc, je dégringole à la quatrième place. Et là, cette douleur, elle a été plus forte que la douleur de la fracture. Parce que je me dis que je me sens pas considéré, je me sens humilié, volé. Et ça, justement, ça arrive à pas mal de sportifs, que ce soit dans la gymnastique ou autre, surtout avec un sport à jugement. Mais cette douleur psychologique, elle est très forte et elle fait mal. Donc, justement, j'ai pu échanger avec des membres de ma fédération pour pouvoir préserver des sportifs qui arrivent, la jeune génération, pour avoir un suivi psychologique, échanger quand il y a besoin et surtout, quand il y a des blessures, que le sportif ne soit pas tout seul. Alors, ça arrive en gymnastique, mais j'imagine que dans d'autres sports, c'est un peu comme ça aussi. Mais je pense qu'on doit préserver l'intégrité physique ou même morale du sportif de haut niveau parce qu'il donne sa vie. On parlait d'objectifs tout à l'heure. Effectivement, nous aussi, on a une carotte, c'est la compétition. On a beau s'entraîner 30 heures par semaine, si aujourd'hui le sportif ne sort pas en compétition, quel que soit, même majeur, eh ben, il commence à entamer, entre guillemets, une mini-phase de dépression. C'est arrivé la semaine dernière à deux filles qui ont dû mettre un terme à leur carrière. Elles s'entraînent elles-mêmes un peu plus, elles sont entre 35 et 39 heures semaine. Et c'est des gamines qui ont peut-être 19 ans, 18 ans, 19 ans. Elles sont parties du cocon familial très tôt. Elles ont intégré l'INSEP, elles sont à l'internat. Et, euh, et voilà, je pense on les met de côté. On leur demande
du boulot, du boulot, du boulot. Et aujourd'hui, elles mettent un terme à leur carrière parce qu'elles n'en peuvent plus. Elles sont fatiguées mentalement. Elles sont fatiguées physiquement parce qu'au bout d'un moment, il y a des blessures qui arrivent aussi et ça devient très, très compliqué pour ces sportifs-là. Et voilà, moi, c'est pour ça que j'ai demandé à cette fédération d'accompagner de plus en plus les sportifs parce qu'aujourd'hui, on se sent usé. Effectivement, quand on ramène des médailles, on est très fiers, on est soutenu. J'ai eu la chance de faire plusieurs médailles européennes, dont un titre de champion d'Europe, une médaille mondiale. Mais sur les deux derniers cycles olympiques, que ce soit sur les Jeux olympiques de Tokyo et sur les Jeux olympiques de Paris, je termine 2 fois à la place du con, quatrième à Tokyo, quatrième à Paris. Et franchement, ça fait encore plus mal qu'une blessure. Je préfère me prendre une droite que de finir quatrième, ça fait moins mal. Donc voilà, c'est important de soutenir et d'aider les sportifs qui sont un peu dans le creux de la vague parce que au bout d'un moment, ça repart. Et justement, pourquoi pas aussi entamer un travail de prévention. Donc, le travail de prévention, on le fait sur l'aspect physique. Donc, avec un travail de renforcement, effectivement, on ne peut pas anticiper, nous, les blessures, parce qu'en gymnastique, une chute, ça ne pardonne pas forcément. Mais par exemple, sur une tendinopathie d'épaule, on peut faire un travail avec élastique sur la coiffe des rotateurs, on peut faire pas mal de prévention sur les chevilles. Mais c'est vrai que sur l'aspect psychologique, encore, on n'y est pas du tout. Et on y est très loin, je pense. Et je pense que ce serait important de travailler, de se rapprocher avec des professionnels de santé pour améliorer ces choses-là, parce que je pense que ça peut faire énormément de bien à ces sportifs et même les résultats qui suivront derrière. Voilà. Merci infiniment, Samir, pour votre témoignage. Ce message, effectivement, à la fédération et puis aux professionnels de santé, on aura l'occasion d'échanger et j'imagine vous aurez des questions à poser à Samir. Le témoignage à présent d'Émilie Fer, et également ancienne athlète de haut niveau hein, dans le domaine du kayak slalom. Vous allez évoquer avec vous aussi, en tant que championne, effectivement, les effets positifs justement sur la santé mentale. Oui, donc bonjour à tous. Alors moi, ça me parle beaucoup hein, ce que vient de raconter Samir, sachant que j'ai quand même une particularité, mais vous la découvrirez au fil de mon aventure. Donc moi, j'ai commencé le kayak assez tard, par rapport en plus à des gyms. Je découvre l'activité à 11 ans. La chance d'être dans une famille de sportifs, donc j'ai quand même fait beaucoup d'activités avant de découvrir ce sport-là. Et puis la chance, à côté de chez moi, la Colle-sur-Loup, d'avoir un club qui proposait l'activité qu'il me fallait, c'est-à-dire le slalom, l'eau vive, parce qu'il existe aussi du kayak course en ligne, un peu comme l'aviron, qui m'aurait moins plu, je pense, dès le départ. Donc voilà, il y a eu une succession quand même de belles rencontres qui ont fait que jusqu'à mes 18 ans, je suis restée dans mon club, chez mes parents, à m'entraîner un petit peu, pas comme une acharnée dès le début. Et par contre, à 18 ans, donc le bac en poche, on me dit assez vite qu'il faut que j'intègre une structure fédérale, bien sûr, un pôle France. Et, euh, et à l'époque, il y en avait 3 en France, donc 2 dans le Nord, un Rennes, Besançon et une à Toulouse. Intuitivement, je demande Toulouse, bien sûr, et on me propose Besançon-Rennes. Donc, je me dis, alors le froid, la pluie, je préfère la Bretagne. Étant bretonne d'origine aussi, j'avais de la famille là-bas. Je me dis, bon, ben, peut-être que je reviendrai pas si souvent dans mon club, voir mes parents, mais j'aurai du soutien parce que le moral, ça comptait beaucoup, beaucoup pour moi, déjà à l'époque. Et donc, assez vite, j'intègre les équipes de France, les championnats pour les jeunes, les U18, U23. Des petits résultats, mais pas tant que ça non plus. Et un système, par contre, à Rennes où là, on me dit, voilà, l'entraînement, c'est comme ça. Tu passes de 4-5 séances par semaine à 14. Et j'avoue que c'est le choc qui a été assez violent pour moi. Je découvre la vie, bien sûr, à la fac, l'entraînement où on te dit c'est comme ça et on part pas forcément de tes particularités et de qui tu es au départ. Donc j'ai tenu 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'ai dit non, mais c'est pas pour moi. Comme ça, c'est pas pour moi. Et là, le système, bien sûr, parce que très très vite, j'ai compris que, comme tu disais, Samir, on a affaire à une fédération, mais à un système. Et nous, au sein du système, on n'est rien. On est un pion.
Même si on a du potentiel, même si on a beaucoup de volonté, le système sera toujours plus fort que nous. Et donc voilà, avec ça en tête, je me dis, en fait, je vais retourner dans mon club. Et là, le système, les entraîneurs me disent, écoute, Émilie, si tu choisis cette option, le haut niveau, c'est fini pour toi. Et je ne sais pas si c'est une force mentale ou quelque chose, ou une confiance en moi. Je leur ai dit, ben, si le haut niveau, c'est ça, c'est pas pour moi. Donc je rentre chez moi. Je rentre là où je suis bien, là où je vais pouvoir. J'étais en fac de sport, donc j'avais quelques notions d'entraînement. Je me dis, c'est pas grave, il n'y aura pas d'entraîneur national à mes côtés, mais je vais essayer comme je l'entends. J'ai envie d'essayer comme ça. Et de toute façon, je sentais fondamentalement que le système n'allait pas me faire de cadeaux, ça c'est sûr, mais en tout cas n'allait pas me correspondre. Donc j'ai fait un an comme ça où je suis revenue. Je me suis entraînée comme j'avais envie de m'entraîner et en sachant bien sûr que il fallait quand même un minimum d'entraînement et pour répondre présente aux sélections. Je me sélectionne en équipe de France avec ça. Et toujours pas trop de résultats, mais quand même un potentiel. Et les entraîneurs me disaient, faut que tu réintègres une structure. Et pareil, donc la volonté de me dire, OK, mais une structure, là où je suis bien, encore une fois, moi j'ai choisi ce sport-là parce que j'aimais l'eau vive, j'aimais le jeu, le côté ludique. Donc je me dis, bah, je vais à Pau. Je savais qu'à l'époque, il y avait la structure de haut niveau, très haut niveau. Il y avait notamment tous les meilleurs, Tony Estanguet, qui s'entraînaient là-bas. Et parce qu'il y avait de l'eau vive. Et notamment un projet aussi de nouveaux bassins. Nous, maintenant, on évolue sur des bassins artificiels complètement. Et donc, il y en avait un qui allait ouvrir sur Pau. Et je me dis, bah, j'y vais. Je savais que j'étais hors structure, encore une fois, parce que j'avais pas les résultats suffisants pour y arriver. Mais il y avait un groupe de copains qui s'y trouvaient. Et donc j'y vais et une chance. Je me sélectionne pas chez les seniors, mais en moins de 23 encore à l'époque. Et il y a une fille qui se blesse avant les championnats du monde. Et vu que j'étais quatrième des sélections, on me propose donc de la remplacer sur les championnats du monde. Et ben, je me révèle un peu parce qu'on ne m'attendait pas là. Et c'est là où je vais. En fait, tout le long de ma carrière, c'est là où on ne m'attendait pas que en fait, je performe. Donc, je finis septième des championnats du monde et on gagne par équipe. On est champion du monde par équipe. Et je découvre du coup un collectif. Et à la suite de ces championnats, on me dit, bah, Émilie, on t'invite sur le pôle élite. Il n'y en a qu'un, il est à Pau. Sachant qu'à l'époque, il y avait une fille, Mathilde Pichery. Et donc, tous les grands qui me faisaient un peu peur à l'époque, encore une fois. Et on me dit clairement, on est en 2007, on prépare Pékin. Et la fille, Mathilde, c'est elle qui va être sélectionnée, c'est la meilleure. Donc toi, tu vas venir pour l'aider. On m'attendait pas. Je me sélectionne pour les Jeux de Pékin, du coup, à la place de Mathilde. Et là aussi, ça s'est fait très vite. Voilà, 4 mois avant les Jeux, vraiment. En fait, moi, je suis pas compétitrice dans l'âme comme on l'entend, dans le sens où c'est pas mon moteur, la compétition. Ce qui me plaît, par contre, c'est d'arriver au max de mes compétences et de jouer, de voir, quoi. Moi, l'idéal, c'était la compétition où les filles, elles font toutes leurs super courses. Et après, on fait le calcul. On est quatrième, on est deuxième, c'est notre place. C'était un peu mon rêve utopique. Et du coup, voilà. Donc, je vais à Pékin aux côtés des meilleurs. Donc Tony, en l'occurrence, il devait faire sa 3e médaille d'or et là, ça a été dur pour lui. Il passe à côté. Et il était dans les premiers jours de compétition et j'ai senti que voilà, Tony était passé, c'était la désillusion. On pouvait tous rentrer. Moi, j'avais pas encore commencé ma compétition et tout le staff, tout le monde était 6 pieds sous terre. On repartait et donc ça a été plutôt dur, une compétition dure. Et en même temps, je découvre une finale olympique parce que contre toute attente, je me retrouve dans le start en finale. Et toute la grandeur et l'importance du mental, malheureusement, ils avaient mis un écran géant face au start. Donc, je subis un peu la course, les filles qui passent avant moi. Et donc, j'y vais en mode automatique en me disant, faisant les calculs, hein, si tu passes toutes les portes, tu es sur le podium. Parce que c'était mathématique à l'époque, comme ça. Et j'arrive en bas, je passe à côté d'une porte. Et chez nous, une porte, c'est 50 secondes de pénalité. Donc, autant dire que voilà.
Mais le parcours était très dur et le bassin aussi. Du coup, je finis septième encore. Et à la suite, et le lendemain, assez vite, tout le monde me dit, oh, vraiment, on compatit. Donc moi, on était quand même dans la bienveillance autour de moi. Et moi, je disais, mais enfin, non, j'ai pas loupé. Enfin, je comprenais pas en fait ce qu'on me racontait. Et je prends conscience, effectivement, dans les journaux, l'équipe, Émilie Fer, pas de mental. Je dis, ah ouais, bon, s'ils le disent, ça a l'air d'être des experts, ok. Et j'ai eu la chance, suite à ça, à intégrer à Pau. Donc, je faisais partie de. Enfin, j'étais la meilleure française. Tony dit qu'il se relance. On a un entraîneur. Tony dit, je veux partir avec cet entraîneur-là, Sylvain Curigné. Et le DTN dit, le directeur technique national donc, de l'époque dit, OK, mais je ne peux pas dépêcher un entraîneur juste pour un athlète, même si c'est Tony Estanguet. Donc, vous montez un team. Et je fais partie du team. Donc, on était 3 athlètes avec cet entraîneur-là pour se préparer pour Londres. Et, euh, et on a vécu 4 années incroyables, mais de point de vue, l'entraîneur, c'était un chercheur en fait. Et lui, il avait bien compris très tôt qu'il n'y avait pas que l'entraînement physique, technique. C'était un manager en fait d'équipe. À la base, c'est un entraîneur, un prépa physique aussi, mais il savait très bien que ça se passait aussi au-delà. Que, en fait, moi souvent, je lui ai dit, écoute, ma course, elle se joue dans les 30 secondes dans le start, c'est sûr. On est tous préparés. Il y a, la différence, elle va se faire là. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, pendant 4 ans, on a cherché, on a bien sûr été voir psychologue, prépa mentale. Lui, il s'est même formé à différentes techniques de préparation mentale. Et c'était un peu un ovni dans le système parce que on passait du temps à se reposer, à faire autre chose, à arrêter les activités. Enfin, moi, je supportais pas la musculation en salle, donc à essayer d'adapter. En fait, d'être le plus aligné possible, mais indépendamment, chacun d'entre nous. Tony n'avait pas les mêmes besoins que moi, Boris, le troisième, non plus. Et honnêtement, je pensais pas que c'était possible. Et notamment, on a travaillé donc sur ces motivations profondes, où bien sûr les garçons, eux, ils étaient très compétition. Et moi, j'étais pas du tout sur ça. J'étais sur me sentir bien, être bien avec mon groupe, les sentir derrière moi. Et c'était ça qui était le plus important. Et du coup, j'ai fait une Olympiade au top, où je commençais à avoir des résultats. On finit en apothéose puisque Tony et moi, on est champions olympiques. Donc Sylvain repart en tant qu'entraîneur avec 2 médailles d'or. Et pour autant, c'est pas pour ça que juste après, le système s'intéresse de près à ça, même les entraîneurs. C'était parce que c'était Sylvain, c'est normal, c'est un ovni. J'ai omis de dire qu'il était lui-même vice-champion olympique à Barcelone et qu'il avait eu je sais pas combien de médailles en tant qu'entraîneur dans sa carrière. Mais ça intéressait pas plus. Et lui, son truc, je me retrouvais beaucoup dans ce que vous racontiez. Il était fan de Spinoza, de dire la tête et le corps, c'est complètement lié. Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place tous les jours? On l'incarnait en fait, on se levait, on n'était pas athlète, on était nous et on faisait ce qu'on aimait. Et il n'y avait pas de dissociation entre on va à l'entraînement, on passait la moitié du temps, bien sûr, en extérieur, en déplacement. Donc, pour moi, si on n'était pas à ça, si on ne se rentrait pas dans ce moule-là, sachant que le résultat, il arrive quand même, c'est pas automatique, hein. Tout le monde n'a pas les médailles espérées. Et assez vite, on a fait ce travail-là de dire, alors, OK, on vit 10, 15, 20 ans de notre vie dans le sport de haut niveau. Et si on n'a pas ces résultats, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on le travaille. Il faut que vraiment on l'aborde. Et s'il n'y a pas les résultats, il y en aura. Il y a performance et il y a réussite. Et qu'est-ce qu'on met derrière ces deux mots-là? Il y a les médailles pour qui, bien sûr, c'est un moteur. Moi, c'était pas mon cas, mais pour qui c'est un moteur. Mais malgré ça, il y a quand même beaucoup plus de défaites que de réussites dans le sport de haut niveau. Et donc voilà, moi, mon combat, et j'aimerais dire aux jeunes, parce que c'est quand même un credo qui me touche particulièrement, c'est de dire, c'est pas parce que vous rentrez pas dans le moule dès le début, il suffit d'apprendre à se connaître et d'oser aller dans ça. Ça fait partie d'une carrière, les blessures, tout ça. Moi, j'ai vécu aussi blessures. Et, euh, et par contre, ça aurait pas été possible si l'accompagnement et la rencontre avec Sylvain, qui est mon mari aujourd'hui,
parce qu'il y a eu vraiment une grosse accroche. Mais je me dis que il faudrait plus, bien sûr, plus en parler, plus l'intégrer dans la préparation. En fait, on ne fait pas une carrière, on est nous et on est de passage dans ce sport-là et comment on le vit quoi, au quotidien. Et voilà. Donc, je voulais témoigner de mon expérience un peu particulière et voilà, et vous remercier de m'avoir écouté et d'avoir entendu aussi tous ces témoignages. Merci. Merci beaucoup, Émilie Fer. Merci. Merci pour votre témoignage, votre beau parcours à tous les deux et les témoignages également aussi de nos professionnels de santé. Voilà, on a encore une bonne petite demi-heure ensemble et on va prendre bien entendu vos questions. J'imagine vous en avez pas mal à poser à nos différents intervenants. Donc n'hésitez pas, je viens parmi vous passer le micro et n'hésitez surtout pas. Allez-y, monsieur, merci. Oui, bonjour. Voilà, je suis médecin en retraite depuis à peu près 10 ans. J'ai été gestionnaire puisque j'avais un master de gestion que j'ai utilisé dans l'industrie pharma et après j'ai été urgentiste pendant 15 ans. J'ai eu régulièrement M. Benoît au téléphone pour le CAP. Et le CAP, c'est Centre d'accueil psychiatrique, excusez-moi. Et en fait, je me posais la question sur la dictature du temps et dans le cadre des dispositions pour pouvoir faire du sport quand on travaille. Et dans ce cadre-là, de la gestion des petits chefs, l'inhibition d'action d'Henri Laborie, que nous connaissons tous, j'espère, qui fait qu'en fait, on voudrait, mais on ne peut pas, parce que le système, à travers les petits chefs, ne faisant pas eux-mêmes de sport, ne comprennent pas qu'on puisse vouloir faire du sport. Parenthèse, j'ai été international de ski en 73 et pendant 10 ans, j'ai fait des compétitions de karaté et j'ai eu souvent envie de me battre. D'accord. Ok, voilà, c'était qui veut répondre effectivement. Vous soulevez effectivement le problème qu'on a, qui est de rendre notre monde adaptable, d'adapter notre monde à la nécessaire activité physique qui n'est pas du sport. Je pense que d'abord, il y a une première chose. On a tendance à confondre activité physique et sport, activité sportive, d'accord, en disant oui, le sport, c'est pour des gens qui ont des aptitudes, d'accord, tout le monde ne peut pas faire du sport, tout le monde n'en a pas la motivation, il y a des gens qui ne sont pas du tout doués pour ça. Bon, on n'est pas là-dedans, on est dans de l'activité physique, dans cette jonction étroite entre le corps et l'esprit. On ne peut pas avoir un esprit sain, un esprit qui progresse, qui s'adapte si on n'a pas un corps qui s'entretient, qui est sain. Ça, c'est la première chose. Donc, on se bat pour ça. Moi, je suis chef de pôle. Je coordonne plusieurs services dans un CHU. Et il m'apparaît évident que si on ne trouve pas une certaine adéquation, une adaptation entre nos plannings. On ne peut pas laisser les patients, évidemment, seuls, d'accord, si tout le monde va faire du sport pendant des heures. Mais des petits temps sont tout à fait possibles, adaptables, entre soignants ou avec les soignants, avec les patients eux-mêmes, d'accord, pour finalement le rendre comme une activité finalement naturel. On va bien manger tous les jours, on dort tous les jours, on doit avoir de l'activité physique tous les jours. Et cette séparation entre le temps de travail et le temps d'activité physique ne coule pas de soi, ne va pas de soi et il faut véritablement l'intégrer. Donc c'est possible et ça demande bien entendu de la compréhension et des efforts de tous. Je crois qu'on en est conscient. Si on veut vivre longtemps et en bonne santé, et donc faire aussi coûter moins, aussi en termes de soins, d'accord? Bah, il est de notre responsabilité collective de favoriser cela. J'ai peut-être une question, elle va peut-être vous paraître bizarre, mais est-ce qu'il y a une classification dans les sports qui peut-être peuvent renforcer plus particulièrement le mental, l'activité mentale? Si vous deviez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des sports que vous pourriez préconiser pour renforcer notre mental? Voilà, pour moi, la réponse est non. Enfin, faites ce qui vous plaît. Hein. Faites ce qui vous plaît. À ce moment-là, vous serez motivé. Et voilà. Moi, j'ai une question, c'est pourquoi renforcer son mental? En fait, on parle de santé depuis tout à l'heure, et la santé, c'est quand même la capacité de pouvoir se sentir mal aussi, mais d'avoir les outils de rebondir.
Pour moi, c'est ça. On est capable de tomber malade, on est capable d'être blessé, bien sûr. Et est-ce qu'on est en bonne santé ou en santé mentale? C'est quels outils on a et comment on fait. Donc pour moi, quel que soit le sport, en fait, on part de soi, hein. Moi, j'ai quand même retenu la danse, hein, qui a été citée plusieurs fois. Danser dans son salon, notamment. Oui, la danse, eh bien, vous avez tout à fait raison. Euh, Rentrons un petit peu dans une culture de l'acceptation aussi. L'acceptation que par moment, on n'est pas bon. Par moment, on a des creux physiques, moraux, d'accord? On a des avatars, il y a des choses et quelque part, l'adaptation de chacun, c'est finalement accepter ces moments de creux pour après rebondir, bien sûr, parce qu'il ne faut pas rester au fond de la piscine trop longtemps, on le sait. Mais, et ce qui va contre, évidemment, une culture qui se voudrait de la performance. Je vais vous faire une confidence. Dans tous les patients que j'ai vus depuis le début de ma carrière, et Philippe aussi pourrait témoigner la même chose, les plus graves, c'est ceux qui croient qu'ils vont toujours bien. C'est le plus grave. D'accord? C'est ceux qui n'admettent pas que par moment, bah, bon, ils y sont pas, ils n'ont pas été bons. D'accord? Méfiez-vous des gens qui sont super bien et trop bien. C'est louche. Oui, bonjour. Je suis Delphine Giudicelli. Je suis cadre de santé au service de prévention et santé au travail au CHU, donc anciennement médecine du travail. Ma question est pour Monsieur Aït Saïd. Quand vous avez parlé justement de votre blessure après Rio, où vous êtes vraiment senti et retrouvé seul en fait suite à cet épisode, cet accident. Ça m'a fait beaucoup écho en fait aux agents du CHU qui, après un accident du travail ou une longue maladie, etc., se retrouvent quand même assez seuls face au système. Et donc nous sommes les premiers acteurs qui recevons ces agents après des longues maladies ou pendant même justement une maladie professionnelle. Sur quoi est-ce que vous vous êtes raccroché justement pour remonter dans le bateau, j'ai envie de dire? Honnêtement, je me suis raccroché vraiment à mes ambitions. Je me suis dit que peu importe ce qui allait se mettre sur mon chemin, j'allais tout faire pour atteindre mes objectifs. Je parlais d'acceptation tout à l'heure et j'ai très vite accepté cette blessure et le fait d'être aussi tout seul. Donc, je me suis investi à 100% dans ma rééducation, dans ma réathlétisation. Et dès que j'avais le feu vert de mon doc, bah voilà, j'ai commencé à remettre tranquillement les pieds dans la salle. Et voilà comment j'ai relevé la tête de l'eau. Pour moi, ça a été le plus important. Et puis, j'avais pas honte de dire que ça va pas. J'avais pas peur de dire que ça va pas. Et surtout, j'avais pas peur de faire remonter les informations aussi. Parce que le fait de me sentir seul, des fois, quand on parle, on dit, bah non, c'est pas vrai, ah non, t'exagères ou ah non, t'abuses un petit peu. Ça, on l'a souvent entendu. Et donc, du coup, certaines personnes n'osent plus dire ces choses-là. Et moi, je m'en suis toujours foutu, en fait. Ce que j'avais envie de dire, je le disais, que ça plaise ou non. Pour moi, c'était la réalité. Et du coup, ouais, j'ai très, très vite accepté cette blessure. Je savais que ça allait être long. J'ai accepté que ça allait être dur. Et du coup, bah, voilà, ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, pas de séquelles. Les médecins ont fait du bon boulot. Bravo. Mais voilà, c'est vrai que j'en suis arrivé là grâce à ça aussi. Merci beaucoup. Bonjour, je suis le docteur Bernard Flippo. Alors, c'est pas la première fois que je viens, je suis passionné. Bienfait, incidence de l'activité physique sur la santé mentale et les comportements, parce que ça implique aussi tout ce qui est situation un petit peu déviante et délinquance. Mais on en parlerait pendant trop longtemps. Moi, je voulais simplement dire, parce qu'on est à la fin, en matière de conclusion, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du sport, de tout ce que peut apporter le sport dans des situations difficiles de la vie. Alors, le sport, pour ceux qui n'aiment pas ou qui sont en situation de pénibilité, bah, non. L'activité physique adaptée, là, pas, ça a t'entends un petit côté péjoratif dans la terminologie, maintenant, un petit peu à la fois. Ce que je voulais dire simplement, c'est que là, on parle du sport beaucoup en adjuvant, des situations difficiles de la vie. Mais pourquoi le sport, ça marche
aussi bien, voire mieux de temps en temps que certains médicaments. On est plus fort que Sanofi Aventis de temps en temps, hein, quand même. Bah, c'est parce que notre organisme, c'est une magnifique usine. On a parlé des phéromones. Enfin, il y a toute une biologie, une biochimie, une alchimie du corps. Et c'est difficile de parler, de faire toute une thématique sur l'activité physique ou le sport, on l'appellera comme on voudra, mais en prévention, hein. En médecine, on donne des médicaments en adjuvant pour guérir. On commence à les donner en néoadjuvant pour empêcher les aggravations. Et ce terme de néoadjuvant, il est passionnant parce qu'on pourrait considérer que l'activité physique et l'activité sportive sont des traitements néoadjuvants, voire des immunisations, des auto-vaccinations qu'on fabrique avec une hygiène de vie, hein, qui est un terme un peu plus générique, hein, pour empêcher d'être malade. Mais c'est vrai aussi que dans les sociétés de sportives, les thématiques de maladies ne sont pas les mêmes, elles sont plus rares, elles ne sont pas les mêmes, elles sont des fois graves aussi, hein, mais c'est très différent, parce que le sport, ça peut être des fois et avant tout un préventif de tout ce dont on vient de parler aujourd'hui. Et j'espère qu'on aura l'occasion un jour de faire une thématique sur la prévention. La prévention, et c'est sûr que sur le plan financier, qui va financer la prévention? C'est difficile. Moi, dans un congrès, j'avais demandé à une entreprise de distribution de sport importante de sponsoriser Objectif Santé. Ils ont dit, ah ben non, parce que nous, on ne va pas s'allier à la maladie. Mais qui vous a parlé de maladie? On vous a parlé de santé. Et ça n'a pas marché parce que voilà, il y a encore tout un chemin à faire et le sponsoring, il va être difficile. Mais c'est la même chose pour l'État parce que, et j'en termine avec ça, parce que les résultats sur la prévention, c'est après 3 élections suivantes. Donc, ce n'est pas facile. La médecine préventive et le sport qui crée du lien social et qui nous permet de mieux nous sentir. Effectivement, c'était extrêmement intéressant. Merci de votre participation. Un immense merci à nos conférenciers, à nos participants, les médecins, les scientifiques, les sportifs. Et merci à toi, Véronique. Merci à toi, Stéphane. Merci bien sûr, à vous tous et vous toutes de votre participation. On espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous le 18 septembre avec la thématique bienfaits et incidences de l'activité physique sur l'hypertension.